Dans l'histoire automobile, certains modèles ont été si robustes, si bien conçus, si incroyablement efficaces, qu'ils ont traversé les décennies comme si de rien n'était. Des voitures qui font rire les garagistes jaunes, parce qu'elles se contentent d'une clé de 10, d'un kit de joint et d'une vidange régulière pour continuer leur route. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces survivantes. Et certains risquent bien de réveiller de sacrés souvenirs. C'est parti. Numéro 10, Peugeot 505, 1979-1993. Je sais que commencer ce classement avec la Peugeot 505 va faire réagir les puristes, et peut-être aussi quelques anciens taxis de Paris qui ont encore le dos bloqué à force d'avoir roulé plus d'1 million de kilomètres avec. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette grande berline française mérite sa place ici, et pourquoi certains garagistes, eux, lèvent les yeux au ciel quand ils en voient une rentrer à l'atelier. La 505, c'est la dernière propulsion Peugeot, l'héritière directe de la 504. Châssis simple, moteur costaud, suspension confort, elle a été conçue pour faire de la route. Et pas étonnant qu'on la retrouve en Afrique, en Amérique du Sud, ou transformée en break d'Angel 4x4 à grimper des pistes où même un Hilux hésite. Avec un entretien régulier, beaucoup dépassent le million de kilomètres. Normal, car les moteurs XN ou diesel 2,5 litres atmosphériques sont increvables, l'injection Bosch est maîtrisée et la transmission est robuste. Alors pourquoi les garagistes détestent ? Parce qu'aujourd'hui, tout est compliqué. Les pièces deviennent rares, les versions turbo-injection ou boîte automatique ZF demandent une expertise qui a disparu. L'accès à certains organes, clim, faisceau électrique, corrosion du châssis, est chronophage et peu rentable pour un atelier moderne. Partagez en commentaire votre expérience avec la 505 et on passe à la suivante. Numéro 9, Peugeot 205, 1983-1998. La 205 est née en 1983, sauve littéralement Peugeot après la catastrophe financière des années 70. Conçue pour être compacte, légère, économique, elle reçoit des moteurs aussi rustiques que fiables, notamment les célèbres diesel XUD7 et XUD9, capables de dépasser sans trembler les 500 000, 700 000, voire 1 million de kilomètres avec un entretien rigoureux. Et même les versions essence peuvent afficher des kilométrages indécents, à condition de respecter des vidanges très rapprochées, souvent toutes les 7500 km. Mais alors, pourquoi les garagistes tirent la grimace quand une 205 en fin de vie débarque ? Parce que l'âge, tout simplement. Ces voitures ont 30, 35, parfois 40 ans, et en mécanique ça veut dire joints secs, durite craquelée, faisceaux fatigués, pièces introuvables, et une longue liste de maladies classiques. Fuite d'huile chronique sur les premiers modèles, radiateur qui se désagrège comme une biscotte, cardan de direction qui se grippe, pompe à eau capricieuse, garniture de frein arrière qui se décolle, ampoule qui claque trop souvent, fissure de caisse sur les 3 portes, et j'en passe. C'est une voiture fiable, oui, mais c'est une vieille voiture. Et les garagistes n'aiment pas les vieilles voitures, pas parce qu'elles sont mauvaises. Parfois un boulon casse, parfois la pièce neuve n'existe plus, parfois l'accès est si peu ergonomique que l'intervention prend parfois 3 fois plus longtemps que prévu. Sans parler des solutions maison trouvées par les propriétaires au fil des décennies. Et si les garagistes soufflent quand elle arrive, les propriétaires, eux, continuent de sourire. Numéro 8, Renault 5, 1972-1985. Lancée en 1972 sur une base de Renault 4 modernisée, la R5 devait être une petite citadine maligne. Sauf qu'elle a été pensée comme une vraie voiture, capable d'avaler les kilomètres avec des moteurs clés en fonte, increvables, des mécaniques simples, un poids-plume. Beaucoup ont dépassé les 500 000 km, certaines ont franchi le million, souvent entre les mains de taxis, de commerciaux ou de ruraux qui ne lui faisaient aucun cadeau. Pourquoi les garagistes la détestent ? Parce que, sous ses airs de jouet, elle cachait un cauchemar d'accessibilité. La suspension à barre de torsion, héritée de la R4, faisait grimacer les mécanos. Réglage délicat, silent block collé par le temps, intervention longue. Et je ne vous parle même pas de la corrosion endémique. Vis soudées, plancher croqué, longeron fatigué. Un simple changement de pièce pouvait devenir une expédition archéologique. Et pourtant, la Renault 5, c'est tout l'inverse d'un piège à fric. Mécanique compréhensible, moteur robuste. Une voiture populaire, simple, honnête, qui roule
et continue de rouler. Numéro 7, Peugeot 504, 1968-2005. Je sais que vous l'attendiez. La Peugeot 504, c'est un peu la reine-mère des kilomètres infinis. La mamie qui traverse l'Afrique, l'Argentine, le désert, les pistes défoncées. Et qui, en rentrant, vous demande si vous n'êtes pas trop fatigué. Lancée en 68, cette berline sérieuse, presque bourgeoise, ne paie pas de mine face aux Citroën futuristes ou aux Renault innovantes. Et elle va faire mieux que toutes avec 3,7 millions d'exemplaires produits, une carrière jusqu'en 2005 et un statut quasi mythologique dans des pays entiers. Côté technique, on a une palette énorme. Moteur essence 1,8 litre, 2 litres, diesel 2 litres 1, 2 litres 3, un V6 PRV sur les versions nobles, des versions d'Angel 4x4, du pick-up, du break, du coupé, bref, une voiture mondiale avant l'heure. Malheureusement, la rouille peut transformer une simple réparation en cauchemar, et une pièce d'injection Kugel-Fischer ou une rotule d'origine devient parfois une chasse au trésor. Si elle agace, c'est souvent parce qu'elle ne tombe pas assez en panne pour remplir un atelier, et ça, dans le fond, c'est plutôt un compliment. Numéro 6, Citroën Méhari, 1968-1987. La Méhari, c'est la voiture cool par excellence. La plage, les chemins, les gendarmes de Saint-Tropez. La recette est simple, 570 kg, un moteur de 2 chevaux boxer 602 cm3, 29 chevaux qui ne cassent jamais, un refroidissement par air quasi indestructible et surtout une carrosserie en ABS légère, imputrescible que même la rouille évite. Dans l'armée française, notamment au Sahara, des Méhari 4x4 ont accumulé des kilométrages délirants, grimpé des pentes de 60%, roulé des années en plein désert sans jamais voir un pont élévateur. Alors pourquoi les garagistes tirent-ils la gueule quand une Méhari entre dans l'atelier ? Parce que sa simplicité extrême la rend peu rentable. Pas de tôle à débosseler, pas de peinture, très peu de panne mécanique. Et quand il y a un souci, c'est souvent ingrat. Châssis rongé sous la coque plastique, panneau ABS fissuré par le soleil, pièces spécifiques rares, bâches, arceaux, éléments intérieurs, restauration longue et pas franchement valorisante. Le paradoxe, c'est qu'elle est ultra fiable, mais complexe à remettre en état quand elle a été négligée. Beaucoup ont fini dans les champs, en bord de mer, abandonnés jusqu'à la moelle, et il faut des heures pour sauver une épave. Une vraie Française libre, qui roule longtemps, très longtemps, parfois trop longtemps au goût des garagistes. Numéro 5, Renault 12, 1969-1980. La Renault 12, c'était la voiture simple et indestructible à la fois. Un moteur clé en fonte de 1,3 litre, bloc en fonte, distribution ultra basique, carburateur accessible comme un jouet d'enfant. Elle a été produite dans le monde entier, du Brésil à la Turquie, et surtout en Roumanie sous forme de Dacia 1300 jusqu'en 2004, avec 35 ans de carrière à la clé. Et si je vous parle du million de kilomètres, c'est parce que plusieurs R12 sud-américaines, notamment les versions argentines dérivées du projet Torino, ont tenu des décennies entières en flotte, parfois au-delà du million, simplement parce qu'elles ne cassent jamais. Une voiture qui tombe rarement en panne, ce n'est pas la meilleure cliente pour un atelier. Les pros appréciaient sa simplicité. Ce n'était pas une voiture problématique, juste une voiture qui faisait perdre du business. Et c'est précisément pour ça qu'elle mérite sa place dans ce top. Passons à la suivante. Numéro 4, Renault 4, 1961-1992. Techniquement, la Renault 4 pose les bases de sa longévité dès 1961. Traction avant, suspension indépendante, barre de torsion, un moteur issu de la 4 chevaux, simple, rustique, accessible. Rien de superflu, tout est réparable. Et c'est ça qui explique pourquoi certaines R4 dépassent le million de kilomètres sans jamais ouvrir le moteur. Pourquoi les garagistes la détestent ? Ou plutôt, pourquoi ils soupirent quand on leur en amène une ? D'abord, la corrosion. Le châssis séparé est souvent bouffé par la rouille, surtout à l'arrière. Et réparer ça, c'est de la chirurgie lourde. Des coupes, soudures, heures facturables, que personne ne veut vraiment payer. Ensuite, sa conception ancienne. On est loin des voitures modernes. Train roulant à barre de torsion, moteur clé en fonte, faisceau électrique minimaliste, et très peu de jeunes mécanos savent encore y mettre les mains. Ajoutez à ça des galères de pièces, souvent disponibles seulement chez des spécialistes ou via des clubs de passionnés. Pour un garage classique, c'est une perte de temps, donc de rentabilité. C'est une voiture attachante, fiable, légère, économique, increvable, une bonne à tout faire. Les garages la fuient, les passionnés, eux, la gardent à vie.
Numéro 3, Peugeot 404, 1960-1975. La 404, c'est un 4 cylindres dérivé des 203 403, posé à 45 degrés pour baisser le capot, une propulsion ultra saine, une suspension solide comme un pont d'autoroute. Les versions injection Kugelfischer, fiables. Les versions diesel, capables d'avaler 10 000 km à fond sur l'anneau de Montlhéry sans broncher. Dans les pays chauds, les taxis dépassaient sans sourciller les 800 000 à 1 200 000 km. Certains pick-ups africains roulent encore aujourd'hui, 50 ans après leur sortie d'usine. Alors pourquoi les garagistes sont saoulés ? Parce que la 404 est une mécanique qui demande un savoir-faire qui se perd. Carburateur capricieux, injection mécanique à régler au poil, pièces neuves parfois de mauvaise qualité, corrosion qui complique les restaurations, une voiture qui ne tombe presque jamais en panne, et un garagiste moderne qui doit passer 4 heures sur un réglage délicat pour une auto qui roule ensuite 5 ans sans revenir au garage. Forcément, ça l'agace. Et c'est pour ça qu'elle est dans ce top. Numéro 2, Citroën DS, 1955-1975. Je sais que rien qu'en prononçant ces 2 lettres, DS, j'éveille chez vous un mélange de respect, de fascination et, chez certains garagistes, un petit frisson dans le dos. La DS, c'est la révolution roulante. Présentée en 1955 au Salon de Paris, elle fait l'effet d'une bombe. Aérodynamique futuriste, lignes sculptées, et surtout cette fameuse suspension hydropneumatique, une technologie qui avait 20 ans d'avance sur le reste du monde. Elle s'autorégule, s'adapte à la route, avale les kilomètres comme si elle flottait au-dessus du bitume, et c'est précisément cette sophistication qui lui donne cette longévité incroyable. Les propriétaires rigoureux, ceux qui respectaient scrupuleusement les purges, les sphères et le fluide hydraulique, atteignaient facilement des centaines de milliers de kilomètres. Elle demandait surtout une expertise à part. Son système hydraulique gérait absolument tout. Suspension, direction assistée, freinage, boîte semi-auto, sur certains modèles. Une fuite, une purge ratée, un mauvais fluide, et c'était la catastrophe. Les garages généralistes n'étaient pas formés. Il fallait du matériel spécifique, des connaissances pointues et l'accès à certains composants relevés du casse-tête. Ajoutez à ça des pièces parfois rares à l'époque, une corrosion surnoise sur des modèles négligés, et vous obtenez une équation simple. La DS est trop en avance pour son propre réseau. Passons au numéro 1. Citroën 2 chevaux 1949-1990. On arrive au sommet du classement. Et franchement, pouvait-on vraiment finir autrement qu'avec la Citroën 2 chevaux, la voiture française qui a accompagné des générations entières, du chemin de terre du paysan à l'autoroute des vacances. Et oui, certains garagistes ont longtemps eu une relation compliquée avec elle. Et vous allez comprendre pourquoi. La 2 chevaux, c'est d'abord une idée folle née d'un cahier des charges tout aussi fou. Une voiture capable de traverser un champ à 50 km/h sans casser les œufs qu'elle transporte. Présentée en 1948, elle débarque avec une modernité incroyable pour une voiture minimaliste. Traction avant, 4 roues indépendantes, direction à crémaillère, pneus radio, suspension à débattement géant. Et sous le capot, un minuscule bicylindre refroidi par air, increvable. Pourquoi elle dépasse le million de kilomètres ? Parce que sa mécanique est d'une robustesse presque absurde. Pas de joint de culasse, moins de risque de casse, mais un entretien très régulier. Pas d'électronique, rien qui tombe en panne sans prévenir. Une conception ultra accessible car un bricoleur motivé peut refaire la moitié de la voiture un dimanche après-midi. Et des pièces disponibles partout, encore aujourd'hui, à des prix dérisoires. Les garagistes la détestent d'abord parce qu'elle casse les codes. Une perte de compression, on ne change pas un joint, on resserre la culasse. Pas très standard pour un garagiste généraliste. Ensuite, l'accès à certains organes est parfois une galère. Les freins arrière par exemple nécessitent un outil spécial. Et puis, elle ne rapportait pas grand-chose. Une mécanique trop simple, trop comprise par les propriétaires eux-mêmes. Ça fait moins de passages en atelier, moins de factures, moins de marge. Sans parler de la corrosion, son vrai point faible. Châssis, plancher, bas de caisse, tout peut demander du temps, de la soudure, des ajustements précis. Malgré ces contraintes, la 2 chevaux reste un miracle d'ingénierie populaire. Une voiture qui dépasse le million de kilomètres non pas parce qu'elle est invincible, mais parce qu'elle est réparable à l'infini. Partagez votre avis en commentaire, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, et on se retrouve très bientôt dans le garage français.